L'une des aptitudes les plus importantes pour notre survie est la capacité de voir. Elle nous permet de repérer le danger pour mieux l'éviter, de trouver notre nourriture et tout ce dont nous avons besoin pour vivre au jour le jour. Elle nous permet aussi de prendre un plaisir particulier à regarder le monde qui nous entoure. Pourtant, cette faculté n'a pas toujours existé. Il y a environ 500 millions d'années, les créatures qui peuplaient la planète ne voyaient pas. Puis tout à coup, le nombre d'espèces sur Terre a décuplé. Et parmi ces créatures, beaucoup d'entre elles avaient des yeux. Mais que s'est-il passé ? La clé de cette énigme se trouve à l'intérieur du corps humain. Car nos cellules abritent une molécule héritée de nos lointains ancêtres, l'ADN. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent décoder le patrimoine génétique des humains et d'autres animaux et commencent ainsi à percer les mystères de notre passé. En suivant les indices, ils remontent le temps pour découvrir comment nos ancêtres ont développé la capacité de voir. Voici leur enquête, leur mission pour identifier ce tournant décisif. Le moment clé de l'évolution qui a permis aux êtres humains de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Les montagnes Rocheuses dans l'ouest du Canada. C'est une chaîne de sommets qui culmine à plus de 3000 mètres. Cette région sauvage est une mine d'or pour les chasseurs de fossiles. On la surnomme les schistes de Burgess et les chercheurs y font des trouvailles exceptionnelles. En 2012, le paléontologue Jean-Bernard Caron et son équipe exploraient le site quand ils ont découvert une zone mise à nu par un feu de forêt. La roche exposée datait de la période du Cambrien, c'est-à-dire il y a plus de 500 millions d'années. Ils y ont trouvé des fossiles, beaucoup de fossiles. Elle se fend. Génial. Il y en avait par exemple 6, rien que sur cette dalle. Là, là et là encore. C'est les mêmes. Ils se sont retrouvés face à une espèce inconnue, une créature étrange avec de nombreuses pattes. Sur la tête, on distingue une masse ronde et sombre, d'environ 3 mm de diamètre. C'est un œil de 500 millions d'années. La morphologie de cet animal est étonnante. Il possédait un long nez, semblable à la trompe d'un éléphant. Et ses yeux étaient au nombre de 5. Une trentaine d'espèces de cette période avaient des yeux. L'apparition des yeux chez les animaux a été une innovation évolutive majeure. C'est extraordinaire qu'au Cambrien, on trouve tout à coup autant de fossiles avec des yeux. Les branches de cet arbre montrent l'évolution sur 4 milliards d'années. Pendant les 3 premiers, après l'apparition de la vie sur Terre, il n'y avait que des organismes microscopiques.
Ensuite, sur des millions d'années, les formes de vie se sont diversifiées jusqu'à se diviser en deux branches majeures, la faune et la flore. C'est au cours du Cambrien que les premiers yeux sont apparus. À cette époque, il y a eu une augmentation soudaine du nombre d'espèces qu'on appelle l'explosion cambrienne. Mais à quoi ressemblaient ces nouveaux organes? Les premiers yeux pourraient nous mettre sur la piste des origines de la vue elle-même. Voici l'un des fossiles retrouvés dans les Rocheuses. Une fois mouillée, la roche laisse apparaître une étrange silhouette. C'est un Anomalocaris. On voit la partie supérieure du corps. Ces protubérances, de chaque côté de la tête, ce sont ses yeux. Sur certains fossiles, leur structure est plus détaillée. De près, on distingue une multitude de petits points. Ils rappellent les yeux d'une libellule. L'Anomalocaris avait des yeux composés, comptant des milliers de petites facettes, comme ceux des insectes actuels. L'Anomalocaris était le plus gros animal connu du Cambrien. Il pouvait mesurer 50 cm. Grâce à ses grands yeux, il repérait ses proies très efficacement. Il était sans doute au sommet de la chaîne alimentaire à l'époque. Et il a dû jouer un rôle dans la diversité de la faune du Cambrien. À quoi ressemblait le monde il y a 500 millions d'années? Les os du Cambrien grouillaient de vie. Avec des animaux à l'allure étonnante. L'Hallucigenia était couvert d'épines. C'était un ver avec des pattes. Celui-ci, avec sa carapace hérissée de piquants, était le Vivaxia. Au début du Cambrien, les Anomalocaris régnaient en maîtres. Grâce à leurs yeux composés, de chaque côté de la tête, ils avaient une vision à 360 degrés pour mieux localiser leur proie. L'Alalcomenaeus ne mesurait que 3 cm. Ses grands yeux bulbeux lui permettaient de voir en haut et en bas en même temps. Mais pas derrière, malheureusement. Revoici le monstre à 5 yeux, avec sa trompe, l'Opabinia. Il voyait dans toutes les directions simultanément. Mais quand ce prédateur baissait sa garde, il devenait une proie à son tour.
l'Urdia avait des yeux encore plus gros. Comme l'Anomalocaris, c'était l'un des plus grands carnivores de son temps. Des animaux possédant des yeux sont apparus les uns après les autres pendant le Cambrien. Ce nouvel organe est bientôt devenu une arme indispensable. Certains s'en servaient pour chasser, d'autres pour déjouer les attaques. Dans cette bataille sans pitié pour la survie, où une bonne vue était essentielle, ces nouveaux organes ont pris différentes formes. Soudain, les yeux étaient partout. Les scientifiques ont étudié différentes espèces et ont observé le développement des différents types d'yeux. Mais ça ne répondait pas à la question centrale. Quel a été l'élément déclencheur de ce bond évolutif? Comment la vue était-elle apparue? Les fossiles ne pouvaient pas fournir les réponses. Mais les fossiles n'étaient pas les seuls indices. En Europe, un autre scientifique a abordé cette énigme sous un nouvel angle. Voici Walter Gehring, chercheur en biologie du développement et pionnier de la recherche génétique. Une séquence ADN est une combinaison de bases chimiques représentées par A, T, G et C. L'ADN humain est composé d'environ 3 milliards de combinaisons de ces 4 lettres. Walter Gehring a exploré ce vaste patrimoine pour localiser les gènes spécifiques codant les structures de base de notre corps, comme la tête, les bras et les jambes. L'un des plus importants est le gène PAX6, qui contrôle la formation des yeux. Lors d'une expérience, le gène PAX6 d'une souris a été injecté dans l'embryon d'une mouche. Voici une pupe, une mouche normale au stade préadulte, et une pupe à laquelle on a implanté un gène PAX6. Elle est couverte de protubérances oranges. Ce sont de futurs yeux. La différence avec une pupe normale est flagrante. Le gène d'un mammifère a donc produit des yeux chez un insecte. Si ce gène peut agir chez des animaux si différents, c'est peut-être parce qu'ils en ont hérité d'un ancêtre commun. Cette découverte est révolutionnaire. Quand on a découvert qu'un gène régulateur contrôlant le développement des yeux chez les mammifères était à peu près le même chez les mouches, on a compris que tous les yeux avaient été inventés en même temps. Ils ont évolué chez une seule espèce avant de se diversifier pour donner différents types d'yeux. L'ancêtre commun aux mammifères et aux insectes est la méduse. Walter Gehring a donc avancé l'hypothèse suivante. La première créature avec des yeux aurait été une méduse. Quand on regarde le bord de l'ombrelle d'une méduse, on voit des taches blanches. Ce sont ses yeux. À l'intérieur, il y a une masse sombre en forme de croissant. C'est elle qui perçoit la lumière et l'obscurité. Walter Gehring était convaincu de pouvoir comprendre l'origine de la vue chez nos ancêtres en étudiant ses yeux.
Il a fait appel à son partenaire de recherche, Takashi Gojobori. Le chercheur japonais travaillait sur une créature étonnante dont les yeux ressemblent beaucoup à ceux de la méduse. Elle vit au large du Japon et n'apparaît que brièvement en été. Elle n'est pas facile à trouver. J'en ai un. Aujourd'hui, il a de la chance. Il a capturé un organisme aquatique unicellulaire appelé dinoflagellé. En gros plan, on distingue un croissant noir, comme celui de l'œil de la méduse. Si on regarde encore plus près, on voit des points jaunâtres. Ce sont des chloroplastes. Ils sont utilisés par les plantes pour la photosynthèse, l'utilisation de la lumière pour produire de l'énergie. En effet, les dinoflagellés sont apparentés aux plantes. Et le croissant noir leur permet de percevoir la lumière et d'améliorer la photosynthèse. Mais pourquoi un capteur de lumière appartenant à un tel organisme ressemble-t-il autant à l'œil d'une créature marine comme la méduse? Il est très rare que des végétaux et des animaux aient les mêmes organes. Walter Goering et Takashi Gojobori ont voulu déterminer s'ils étaient vraiment semblables ou si la ressemblance n'était que superficielle. Pour cela, ils ont interrogé la génétique. Ils ont étudié l'ADN du dinoflagellé et identifié un gène essentiel. Ce gène code une protéine à la forme très complexe, appelée rhodopsine. Si on la compare avec la protéine présente dans l'œil humain, on voit qu'elles sont presque identiques. Elles contiennent toutes les deux un faisceau de 7 hélices. Cette protéine remplit une fonction essentielle à notre vue. Elle est présente au fond de l'œil, sur la rétine. Cette membrane est tapissée de cellules photoréceptrices qui contiennent la protéine. Quand la lumière touche son centre, la protéine s'ouvre comme une fleur. Cette réaction permet aux humains de voir. Une protéine presque identique à celle d'un œil animal a donc été trouvée dans un organisme végétal. Il y avait donc bel et bien un lien entre les deux. Walter Goering et Takashi Gojobori ont avancé une hypothèse audacieuse. Un gène qui produit une protéine aussi complexe que la rhodopsine ne peut pas être apparu facilement. Les dinoflagellés contiennent un gène pouvant coder la rhodopsine qui capte la lumière. Nous supposons que ce gène a été transféré de la plante vers l'ADN de la méduse. Si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi une méduse a soudain eu des yeux. C'est l'hypothèse que nous proposons.
Tout a été inventé par les dinoflagellés. Ensuite, ces gènes se sont retrouvés dans la méduse. Je pense qu'il y en avait un certain nombre. Et puis la méduse s'en est servie pour se fabriquer un prototype d'œil. L'idée de gènes passant des végétaux aux animaux allait à l'encontre des certitudes scientifiques en vigueur. Jusqu'alors, on pensait que l'évolution se produisait quand l'ADN se modifiait légèrement en passant d'une génération à l'autre, ce qui provoquait des changements graduels. L'idée qu'un animal puisse soudain intégrer un élément de l'ADN d'une espèce totalement différente était révolutionnaire. Mais une découverte faite en 2014 a montré que la révolution était en marche. Près de Boston, dans des cours d'eau peu profonds, Sidney Pierce et son équipe ont étudié un animal qui enfreint toutes les règles. Cette limace de mer de 4 cm s'appelle Elysie émeraude. Elle peut survivre sans nourriture grâce à la seule lumière du soleil. C'est la preuve vivante qu'un transfert génétique est possible entre une plante et un animal. Comme vous le voyez, elle est verte, parce qu'elle mange des algues qui se trouvent dans son milieu marin. Et ces limaces ont la capacité d'intégrer les chloroplastes de ces algues, ce qui leur permet de faire la photosynthèse. Cette caractéristique est d'ordinaire réservée aux végétaux. Sidney Pierce a étudié l'ADN de la limace de mer. Ces pointes brillantes sont les gènes d'une algue. Un gène de l'algue est passé dans la limace. C'est la première preuve d'un transfert génétique horizontal entre des organismes multicellulaires. C'est sans doute comme ça que de nombreux épisodes de l'évolution se sont déroulés. Selon Darwin, il faut patienter pendant très longtemps pour que des mutations surviennent spontanément. Ici, on peut voir une espèce changer du jour au lendemain, car elle s'est approprié un gène étranger et l'a intégré à son noyau pour devenir soudain une espèce totalement nouvelle. Ce transfert génétique conforte l'hypothèse de Walter Gehring et Takashi Gojobori. Un pont génétique est bien possible entre des plantes et des animaux. Il est donc possible que des gènes aient fait la même transition il y a très longtemps pour passer des dinoflagellés aux méduses. En poursuivant ses recherches, Gojobori a trouvé qu'un autre lien pouvait exister entre les méduses et les dinoflagellés. Il s'est donc remis en quête de nouveaux spécimens. J'espère qu'on va en attraper une. Il y en a une là. Cette méduse est une Mastigias papua. Au microscope, on observe un détail intéressant. De petits points sombres dans ses tissus. Ce sont des dinoflagellés. Ils sont à l'intérieur du corps de la méduse et vivent en symbiose avec elle.
C'est un deuxième lien avéré entre les deux espèces. Pour Takashi Gojobori, cela conforte encore la thèse qu'un transfert de gènes a bien eu lieu entre elles par le passé. Si une créature peut prendre une caractéristique d'une autre espèce, elle n'a pas besoin de le développer toute seule, ce qui prendrait beaucoup plus de temps. Pour un animal, c'est une grande avancée. C'est la base d'une évolution majeure. Une espèce acquiert ce qui lui manque. Et de cette manière, elle peut faire un immense bond évolutif. Remontons dans le temps jusqu'à l'époque où, selon Walter Gehring et Takashi Gojobori, les ancêtres des humains ont soudain développé des yeux. Pendant le Précambrien, des créatures semblables aux méduses peuplaient les océans. Elles n'avaient pas encore d'yeux. Autour d'elles, il y avait du phytoplancton, des micro-organismes qui possédaient le gène de la rhodopsine. Ces méduses primitives mangeaient sans doute le plancton, ou peut-être ces deux espèces vivaient-elles en symbiose. Et puis, le hasard a voulu qu'un gène du plancton pénètre dans une cellule reproductrice de la méduse. L'ADN de la plante s'est alors fragmenté et dispersé dans la cellule. Ensuite, un événement extraordinaire s'est produit. Le gène de la rhodopsine de la plante a fusionné avec l'ADN de l'animal. À partir de ce moment, nos ancêtres ont acquis un atout jusqu'alors réservé au monde végétal, la capacité génétique de détecter la lumière. Ce gène a rapidement été mis à contribution. Les premiers yeux primitifs ont été créés. Dorénavant, nos ancêtres pouvaient faire la différence entre la lumière et l'obscurité. C'était un premier grand bond évolutif vers la perception visuelle de l'environnement. Et cette perception allait devenir de plus en plus sophistiquée. Par la suite, la morphologie des animaux s'est diversifiée. Certains ont eu une carapace, comme les insectes, les scorpions ou les crabes. Ce sont les arthropodes. Tout comme l'Anomalocaris, le roi du Cambrien. D'autres sont devenus les vertébrés, des animaux avec une structure osseuse interne, comme les poissons, et plus tard les reptiles et les mammifères. Les plus lointains ancêtres des vertébrés ont vécu au Cambrien. À cette époque, d'autres animaux avec différents types d'yeux sont apparus. Le plus primitif ressemblait à une toute petite anguille. On l'appelle Pikaia. Il mesurait quelques centimètres. Ses yeux ressemblaient à ceux des méduses. Très rudimentaire, il se contentait de faire la différence entre la lumière et l'obscurité.
Mais c'était déjà un atout majeur. Si un Anomalocaris avançait vers lui, il percevait une ombre et avait le temps de se cacher dans le sable. Pourtant, il ne pouvait pas distinguer des silhouettes dans l'eau. Quand un prédateur arrivait par derrière ou par-dessous, le Pikaia était une cible facile. Nos lointains ancêtres étaient donc très vulnérables. Ils vivaient sous la menace des arthropodes qui, eux, étaient avantagés par une vision panoramique. Mais 150 millions d'années plus tard, l'anatomie des vertébrés avait radicalement changé. Le géologue Scott McKenzie les a étudiés de près. Voilà le fossile du nouveau roi des mers. Au Cambrien, nos ancêtres ne mesuraient que quelques centimètres. Mais à la fin de ce cycle évolutionnaire, ils étaient devenus impressionnants. Leurs yeux étaient entourés de structures osseuses circulaires. Elles protégeaient des globes oculaires de 10 cm de diamètre. Le Dunkelostheus était un prédateur redoutable qui pouvait mesurer près de 10 mètres. C'était le maître incontesté des océans. Les arthropodes, qui avaient dominé les mers pendant le Cambrien, avaient suivi leur propre chemin évolutif. Voilà le roi des arthropodes. Parmi leurs descendants, il y avait un scorpion de mer appelé Euryptéride. Il atteignait 2 mètres et possédait des pinces immenses. Il avait des yeux à facettes très volumineux. Son corps était protégé par une épaisse carapace. Les arthropodes avaient aussi évolué pour devenir plus gros et plus puissants. Les scientifiques ont imaginé un duel entre l'Euryptéride et le Dunkelostheus. 150 millions d'années plus tôt, les arthropodes auraient eu l'avantage, mais le rapport de force avait peut-être changé. D'un côté, Dunkelostheus, le roi des vertébrés. Il approche avec vitesse et détermination. Le scorpion de mer est prêt à riposter. Ses pinces sont dressées, en position d'attaque. L'affrontement semble inégal. Selon les scientifiques, la victoire appartenait forcément au roi des vertébrés. Les vertébrés avaient donc mis fin à la domination des arthropodes. La qualité de leur vue a fait toute la différence. Les yeux de nos ancêtres étaient devenus très sophistiqués. Ceux du Dunkelostheus ressemblaient à ceux des humains. On les appelle yeux simples ou camérulaires.
Leur fonctionnement est très efficace. Le cristallin absorbe la lumière et la concentre sur la rétine. La projection de l'image sur cette membrane photoréceptrice au fond de l'œil permet de voir la forme des objets. Le Dunkleosteus pouvait évaluer la taille de ses ennemis et suivre leurs mouvements avec précision. En revanche, les arthropodes avaient des yeux composés. D'un côté, c'était un atout, parce qu'il leur donnait une vision panoramique. Mais ils avaient aussi un défaut majeur, leur manque de netteté. Ils ne distinguaient que des formes très floues. Le Dunkleosteus pouvait mesurer 10 mètres et peser 3 ou 4 tonnes. Il avait une meilleure vue et des mâchoires plus puissantes. C'étaient des armes redoutables. Il n'aurait fait qu'une bouchée d'un scorpion de mer. De bons yeux et de grandes mâchoires expliquent la réussite de la lignée des vertébrés. Mais les yeux du Pikaia, l'ancêtre du Dunkleosteus, est primitif et ne distinguait que les variations de luminosité. Quelque chose s'est donc produit entre-temps pour transformer de simples capteurs de lumière en yeux camérulaires. Mais quoi? Au large de la Floride vivent des créatures étranges qui auraient des liens avec le Pikaia du Cambrien. Elles vivent dans le sable, près du rivage. Ces vers blancs sont des Amphioxus. S'ils sont exposés à la lumière, ils réagissent. Sur leur tête, on voit 2 points noirs. Ce sont les yeux. Comme ceux du Pikaia, ils font seulement la différence entre la lumière et l'obscurité. L'ADN des Amphioxus ressemble tellement à celui du Pikaia que les scientifiques pensent qu'ils sont apparentés. Et en 2008, le génome de l'Amphioxus a été entièrement décodé. On a donc pu comparer cette séquence avec celle d'un être humain, un vertébré avec des yeux camérulaires. Le résultat a été étonnant. Prenons l'exemple du gène OX13 qui code les structures de base du corps. L'Amphioxus n'en a qu'un, alors que les humains en ont 4. On constate la même chose pour le gène EYA, essentiel à la formation des yeux. Comment l'expliquer? Environ 500 millions d'années se sont écoulées entre l'époque du Pikaia et les premiers humains. Quelque chose s'est donc passé au cours de cette longue période pour multiplier nos gènes par 4. Dans les ruisseaux de l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, vit une créature qui fournit un élément de réponse. C'est une créature primitive, mais qui a néanmoins, elle aussi, des gènes en 4 exemplaires. À première vue, on dirait encore une anguille. Elle est pourtant différente.
Sa bouche s'agrippe fermement au rocher ou au fond de l'eau. On reconnaît la lamproie à deux caractéristiques, sa bouche ventouse et l'absence de mâchoire. Les autres poissons ont des mâchoires et peuvent mordre les proies. Ça laisse penser que la lamproie a évolué avant eux, avant même le Dunkleosteus. Ce serait donc l'une des toutes premières espèces à avoir eu des gènes quadruplés. Et ses yeux sont camérulaires. Les scientifiques pensent que ce sont les animaux les plus primitifs à en posséder. Hiroshi Wada, spécialiste de la biologie de l'évolution, travaille sur les yeux de la lamproie. Avec son équipe, il cherche à identifier le lien entre l'œil camérulaire et les gènes quadruplés. Il veut aussi savoir quels gènes sont à l'œuvre dans telle ou telle zone de l'œil. Il a découvert que les gènes quadruplés étaient situés sur la rétine. En voici deux, EPHB et EPHC. Les chercheurs ont étudié des coupes de l'œil, d'abord dans le sens vertical. Cette forme en croissant est la rétine. L'activité fonctionnelle du gène EPHB est représentée en rouge. Plus la zone est colorée, plus elle travaille. Ici, la zone plus active est en bas. Ensuite, les chercheurs ont regardé des lamelles horizontales. Cette fois, c'est le degré d'activité du gène EPHC qui est indiqué en bleu. Et il est plus fort sur le côté droit. Sur la rétine, on voit que le gène rouge fonctionne de haut en bas et le gène bleu de droite à gauche. Et ils n'ont pas la même intensité partout. Ça a été un facteur décisif dans le développement de l'œil camérulaire. On peut représenter le fonctionnement des deux gènes combinés sous la forme d'un tableau. Dans le coin en haut à gauche, on a rouge 1 et bleu 1. En dessous, rouge 2 et bleu 1, et ainsi de suite. À l'autre bout, on obtient rouge 8 et bleu 8, là où les deux gènes s'expriment le plus. La force des deux gènes dépend donc en grande partie de leur position. Ils fonctionnent comme un système de coordonnées spatiales qui identifie toutes les cellules photoréceptrices sur la rétine. Grâce à eux, nous pouvons distinguer avec une grande précision ce qui est reflété sur notre rétine et le repérer dans l'espace. L'œil camérulaire pouvait cartographier les coordonnées d'un objet sur la rétine et distinguer des formes grâce à ces données. Ça a été un changement essentiel. C'est grâce à lui que les humains peuvent voir. L'augmentation du nombre de gènes a stimulé cette avancée décisive dans notre morphologie. C'est ce qui a rendu possible le deuxième grand bond évolutif dans l'apparition de nos yeux. Remontons le temps jusqu'à ce moment clé. Nous sommes au début du Cambrien, à l'époque du Pikaia.
Ses yeux primitifs ne voyaient que les variations de luminosité. Les mâles libéraient leurs spermatozoïdes sur les ovules que les femelles déposaient au fond de l'eau. En temps normal, un spermatozoïde contient la moitié de l'ADN du mâle et l'ovule la moitié de celui de la femelle. Au moment de la fécondation, l'ADN de l'embryon est donc composé de 50% de l'ADN de la mère et de 50% de l'ADN du père. À un moment donné, une anomalie a dû se produire. Les deux gamètes ne contenaient pas la moitié, mais la totalité de l'ADN de chaque parent. L'œuf fécondé contenait 2 fois plus d'ADN que la normale. En général, ce type d'œuf ne peut pas se développer jusqu'à terme, à cause des gènes surnuméraires. Pourtant, l'embryon a survécu et il est né avec ce nouveau patrimoine génétique. Des générations plus tard, le même accident s'est reproduit. Un mâle et une femelle avec 2 fois plus d'ADN ont fabriqué des spermatozoïdes et des ovules avec 100% de leurs gènes. Alors leurs descendants en ont eu 4 fois plus que ceux du départ. Voici donc notre ancêtre, dont le corps contenait le potentiel de l'évolution de nos yeux. Ce génome quadruplé a changé la donne. Il a abouti à un nouvel organe, l'œil camérulaire. Grâce à cet accident, nos ancêtres ont pu voir leur environnement avec netteté et échapper à leurs prédateurs. Ce bond évolutif a changé leur destin. Et cette innovation anatomique a été transmise aux dinosaures, aux mammifères et à tous les autres vertébrés. Nous avons hérité de cet œil sophistiqué. Il nous sert à lire, découvrir et inventer. Sans lui, nous n'aurions pas pu bâtir nos civilisations. Tout a commencé par des gènes de plantes et un quadruplement d'ADN. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à ces 2 accidents extraordinaires qui ont eu lieu il y a 500 millions d'années. 2 moments clés de l'évolution humaine. Tout de suite, votre soirée science grand format continue. Découvrez une planète peuplée de centaines de millions de créatures, le corps humain.